Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Arabe en bref. La Corporation de développement communautaire CDC de l'Érable a célébré son 35e anniversaire et a rassemblé des acteurs communautaires, des partenaires et des citoyens qui ont voulu reconnaître l'engagement de cette organisation qui apporte des solutions aux différents problèmes sociaux et climatiques qui affligent la région. Caroline Moreau, directrice générale de la CDC de l'Érable, est à la tête de 48 organismes membres dans près de 25 secteurs d'activité pour faire une réelle différence dans la communauté. Votre présence nombreuse témoigne de l'importance des liens qui nous unissent et nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. 35 ans, c'est pas rien. Nous avons invité quelques personnes à vous adresser également quelques mots pour témoigner de l'engagement de la CDC de l'Érable à travers ses divers rôles, ses nombreuses représentations et implications, sans oublier l'importance de remémorer évidemment quelques éléments qui l'ont forgé. Alors, c'est un privilège pour moi d'être ici au nom de Luc. Comme vous le savez, il est en convalescence pour encore quelques jours. Donc, pour moi, d'être ici, surtout dans l'Érable puis à Plessisville, ben ça me touche beaucoup. Caroline, je te félicite pour ce 35e anniversaire-là. Ton équipe, je salue les membres du conseil d'administration, M. Fortier, M. Labbé, David. Il y avait Mme Marilyn de la table de concertation des CDC. Bon, alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être ici. Je vais être brève. Luc tenait à remettre à la CDC un certificat pour souligner le 35e anniversaire. Alors, je vais vous le lire et le remettre à Caroline. Depuis sa création en 1990, la Corporation de développement communautaire de l'Érable a su incarner des valeurs de solidarité, d'entraide et de développement local en mettant en place de nombreux projets pour soutenir la population de la région. La Corporation améliore la qualité de vie de la communauté par le biais de tous ses membres depuis maintenant 35 ans. Au nom des citoyens de Mégantic-l'Érable, je tiens à saluer tous les membres de l'équipe, les administrateurs de la CDC, pour leur engagement indéfectible au développement socio-économique de l'Érable. Félicitations pour ce 35e anniversaire. Alors, un réel plaisir d'être parmi vous au nom du député d'Arthabasca afin de souligner les 35 bougies de la Corporation de développement communautaire de l'Érable. C'est un moment tout désigné afin de remercier et de saluer le travail effectué par les membres présents, mais également passés. Madame Moreau, merci pour tout votre dynamisme et votre proactivité, de même qu'à l'ensemble de votre équipe. La soirée est mise de l'avant sous le thème « La trame invisible qui nous unit ». Là, je ne pense pas vendre des scoops, non, tout est beau. Et justement, la Corporation unit tellement des services, d'organismes, de gens, de bénévoles et de secteurs, que ce soit au niveau de la jeunesse, des familles, de la sécurité alimentaire, de la défense des droits, de la santé et des services sociaux, et j'en passe. Vous êtes bien présents pour le grand bénéfice de la population de l'Érable. Et le premier mot qui me vient en tête à ce moment-là, c'est partenariat. Donc, vous savez mieux que quiconque que les organisations communautaires jouent un rôle crucial en favorisant la participation des membres de la communauté dans la planification et la mise en œuvre d'activités, encourageant ainsi un sentiment d'appartenance, de solidarité et d'autodétermination au sein de la population locale. L'action communautaire est importante pour plusieurs raisons cruciales qui touchent à la fois le bien-être individuel et le dynamisme global d'une société. Par le biais de votre implication et de vos services essentiels, vous venez soutenir directement les besoins locaux spécifiques contribuant à améliorer la qualité de vie et tenter de réduire les disparités socio-économiques. Alors, chers membres, merci encore une fois d'être présents au sein de la MRC de l'Érable depuis 35 années. Merci pour tout ce que vous accomplissez jour après jour. Et quant au certificat, je voulais l'apporter, mais finalement, M. Éric Lefebvre tenait à venir vous le porter en main propre. Alors, voilà qui va être fait dans les prochains jours. Alors, merci beaucoup. Passez une belle soirée et un bon 35e. Merci bien. Je tiens à vous dire que ces gens-là
sont super importants pour la population de l'érable. Nous avons chez nous vécu l'expérience de leur service. J'ai entendu parler dans plusieurs municipalités que la CDC est toujours présente lorsqu'ils ont besoin ou que les organismes ont besoin. C'est des gens avec un cœur grand comme ça, puis un côté humain qu'on ne trouve pas partout. Puis ils peuvent comprendre c'est quoi les bonnes choses qui arrivent aux gens, puis les moins bonnes choses. C'est des gens qui sont là quand les familles ont besoin. C'est des gens qui sont là lorsque l'immigration a besoin. C'est des gens qui sont là lorsque nous, à la MRC, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qu'on peut faire. On est en réflexion présentement. C'est grâce en partie à eux qu'on est capable de faire un travail dans le communautaire. Ils nous guident. C'est sûr qu'on travaille financièrement un peu avec eux autres, mais on vous félicite de votre travail. On vous remercie, on vous encourage à continuer comme ça. Au nom de tous les maires de la MRC, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. J'apprécie vraiment d'être avec vous pour célébrer le 35e anniversaire de la CDC de l'érable. Vous le savez, en fait, ce que vous savez, parce que j'ai parlé à pas mal de monde, vous savez que la CDC de l'érable fait de belles et grandes choses dans votre territoire. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que la région du centre du Québec, c'est la région qui est le berceau de l'émergence des CDC au Québec. Donc, 35 ans, mais ça veut aussi dire que la CDC de l'érable est une des membres fondatrices de la Table nationale des CDC. C'est une des membres aussi qui a construit le cadre de référence de l'action des CDC. Donc, c'est vraiment un pilier dans notre réseau, là, la CDC de l'érable. Puis, je suis historienne, donc je me permets, mais j'ai pas fait des recherches approfondies, fait que je vais repartir jusqu'à ma connaissance. Moi, je suis arrivée à la CDC de Bécancour, en fait. Il y avait créé un poste qui est un poste d'agent de concertation. Puis ça, c'était calqué sur le poste que Julie Rondeau occupait à la CDC de l'érable à l'époque. Puis elle m'avait coachée quand j'étais arrivée. Puis par la suite, j'ai travaillé étroitement quand j'étais à la direction avec Yves puis Caroline, particulièrement. Puis donc, c'est pour moi, là, la CDC de l'érable a toujours été un soutien, une richesse au niveau du partage des réflexions, puis des idées, puis de réfléchir à nos enjeux en dehors de la boîte des fois. Puis ce que je voulais aussi vous partager, c'est que Caroline, maintenant, dans les dernières années, elle a pris beaucoup d'input avec une équipe, ça l'aide. Puis je voulais remercier les membres du conseil d'administration de déléguer Caroline pour être sur notre CA. Elle est en élection cette année, je dis ça, je dis rien. Mais vraiment, Caroline est impliquée au CA de la TNCDC depuis quelques années, puis même qu'elle représente le réseau au comité consultatif de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Ce mandat de ce comité-là, c'est de conseiller la ministre responsable de la solidarité puis de l'action communautaire. C'est pas rien, vraiment. Fait qu'on est vraiment contente de pouvoir compter sur toi, Caro. Puis sachez que vos préoccupations locales sont entendues à toutes les échelles. Puis, peut-être une dernière chose aussi, c'est que Caroline a fait aussi partie de notre équipe tactique. Donc, elle a développé avec nous des formations, des contenus pour soutenir les directions d'organismes communautaires à travers le Québec, donc au niveau de la gouvernance, de la gestion financière, de la gestion de l'ACA. Donc, vraiment, là, ce que je perçois aujourd'hui, c'est que l'action de la CDC, elle se fait à toutes les échelles, puis dans différents secteurs d'intervention. Donc, j'ai envie de vous souhaiter un autre 35 ans. Un autre 35 ans, peut-être avec des ressources à la hauteur de ses ambitions. C'est ce que je souhaiterais à tous les organismes ici, par ailleurs. Donc, lâchez pas. Vous êtes importants. On est importants. Puis, vous faites toute la différence. Voilà. La trame invisible a été le sujet de la soirée et avec une vidéo, l'organisation a souligné la force du tissu social et l'importance de la solidarité. Des mains, il en faut pour façonner notre territoire. Il en faut pour tracer le chemin entre les cœurs et l'espoir. Il en faut des mains de tous les âges, de toutes les grandeurs, de tous les talents et de toutes les couleurs. Des mains qui créent, qui rêvent et qui bâtissent. Des mains qui ne comptent pas le temps qu'elles investissent.
qui n'ont pas peur du rêve qu'elles chérissent. Des mains sur l'épaule, des cœurs sur la main. Des mains tendues à celles qui se sont perdues en chemin. Des mains qui se comprennent, d'autres qui ne parlent pas la même langue. Des mains bénévoles, des bienveillantes. Des mains pour tenir celles qui tremblent. Ce sont elles qui tissent le fil de notre histoire. Elles qui donnent forme à nos promesses, vie à nos gestes et sens à notre territoire. Caroline Moureau, lors d'une entrevue avec nous, a parlé, selon son vaste expérience, quels sont les enjeux sociaux prioritaires qui touchent la région de la MRC de l'érable, en mettant l'accent sur l'itinérance de plus en plus visible dans les rues des villes. Bienvenue. Caroline, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci pour l'invitation. Bon, on va commencer pour parler qu'est-ce que c'est la CDC de l'érable et bon, depuis de combien de temps elle existe. Donc, la Corporation de développement communautaire de l'érable est née en 1989. Donc, on a eu 35 ans cette année, ce qu'on a célébré récemment. Et donc, c'est un regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale qui œuvrent sur le territoire de la MRC de l'érable. Donc, c'est pas nécessairement d'avoir leur siège social ici. Des fois, c'est à l'extérieur, comme à Victoriaville, mais qui vont quand même offrir des services à la population dans la MRC de l'érable. Donc, notre rôle, c'est vraiment de venir en soutien aux organismes communautaires de différentes façons, soit par des formations, transmettre de l'information, vulgariser certains dossiers. Puis de l'autre côté, c'est de travailler avec la communauté, donc des partenaires, pour répondre à des enjeux collectifs, donc en partenariat puis en différentes concertations. Parfait. Et combien de personnes composent l'équipe de la CDC d'érable? Actuellement, nous sommes 4, donc parce qu'on a quelqu'un aussi qui fait le projet en transition socio-climatique. Donc ça, c'est un de nos nouveaux projets. Sinon, l'équipe régulière est de 3 personnes. 3 personnes, oui. Et si, bon, depuis combien de temps tu es la directrice? Et bon, est-ce qu'on peut parler un peu des défis comme directrice d'un organisme qui a 3 personnes d'équipe, mais qui, j'imagine, qu'il y a beaucoup d'enjeux? Ben effectivement, en fait, moi, je suis à la direction depuis 2016, quand je suis arrivée. Donc, ça fait presque 10 ans maintenant. J'ai porté pas mal... l'équipe de la CDC était très petite. En fait, on était 1,5 pendant très longtemps là, pour porter les dossiers de la mission de la CDC. Finalement, on était 2 personnes, mais qu'on se séparait avec d'autres tâches parce qu'on avait un bâtiment collectif. On gérait aussi le bureau d'immatriculation de la Société d'assurance automobile du Québec, donc à Plessisville. Donc, ça demandait beaucoup de temps de tout faire cette gestion-là. Ça a été les défis. Premièrement au niveau administratif, mais au fil du temps, on a décidé là, de vraiment pouvoir se recentrer sur notre mission quand on a eu justement notre rattrapage financier du soutien à la mission. Là. On n'avait pas eu d'indexation pendant les 10-12 dernières années. Donc, on a eu un rattrapage qui nous a permis, en fait, de faire ces choix-là, de dire, on va arrêter de disperser nos énergies et se concentrer sur la mission. Puis donc, on a laissé le bureau d'immatriculation à quelqu'un d'autre. On a vendu l'immeuble aussi qui ne correspondait plus aux besoins des organismes communautaires. Donc, nos bureaux étaient petits, c'était à l'étage, il n'y avait pas d'ascenseur non plus. Donc, avec une population vieillissante, venir chercher des services presque au 2e étage, en fait, c'était quand même un défi aussi pour les groupes. Donc, tout ça nous a fait prendre ces décisions-là. On a maintenant pignon sur rue sur l'avenue Saint-Laurent. Puis donc, là, c'est que nos activités aussi. Donc, ça nous a permis là, de recentrer là-dessus. Ça a été des gros défis, hein, parce que déménager un organisme communautaire avec tout ce que ça implique, le traitement des archives aussi, parce que là, on rapatriait toutes les choses... Donc, ça a été un bon défi organisationnel à travers tous les autres défis aussi de la communauté. Évidemment,
les groupes communautaires dans leur sous-financement un peu chronique par rapport à la demande et aux besoins qui existent dans les territoires. Ça fait en sorte que les groupes, souvent, ils n'arrivent pas, évidemment, à offrir des salaires concurrentiels, par exemple, au réseau public. Ce qui fait qu'il y a quand même des roulements importants dans les directions d'organismes. Donc, nous, on travaille principalement avec elles puis les conseils d'administration. Donc, ça amène aussi beaucoup de soutien, transmettre de l'information, l'historique du territoire et tout ça, donc pour consolider le réseau. Nous, ce qu'on vise, en fait, dans cet axe-là, c'est que jamais personne ne se rende compte qu'un organisme vit des changements à l'interne ou des situations plus difficiles pour que le service puis la présence de l'organisme continue dans le territoire. Fait que je pense qu'on a bien réussi parce qu'on a fait des gros dossiers dans les dernières années qui finalement n'ont pas paru dans la communauté. Puis ça, c'est notre grande victoire, même si c'est un travail invisible, en fait. Oui. Bon, mais sont 35 ans déjà, oui. Parlons de l'anniversaire, justement, de l'événement, quel a été le sujet et comment ça déroule la nuit. Ben en fait, on voulait mettre l'accent sur justement cette trame invisible qui nous unit. C'était le titre de la soirée, justement, qui nous faisait en fait référence aux liens qu'on investit, qu'on crée dans le territoire, puis le travail invisible qu'on investit aussi. Donc, c'était pour souligner, évidemment, l'apport du travail des gens dans le milieu communautaire, mais tout l'apport des liens qu'on tisse avec la communauté, donc tous les partenariats qu'on fait, tous les groupes communautaires pour améliorer, finalement, la qualité de vie des gens, puis des fois qu'on ne voit pas. Justement, on a fait l'émission Rhizome 2 années pour présenter ce travail de transformation sociale-là. Puis plusieurs exemples étaient justement de comment les groupes communautaires ont réussi à changer des pratiques, des fois dans des réseaux, en influençant ou en travaillant avec les partenaires, notamment la Sûreté du Québec, la Commission scolaire, etc., pour justement bonifier puis améliorer les services aux jeunes ou à la population. Donc ça a été, c'est un travail en fait qui était souligné pas directement, mais qui voulait représenter cet aspect-là notamment. Puis c'était de générer aussi beaucoup de fierté d'appartenir à ce réseau-là. On veut, tu sais, on est un territoire tissé serré dans l'érable, donc ça nous permet en fait de mettre cet accent-là aussi, de dire à quel point on est fiers de tout le monde s'impliquer, puis l'apport du bénévolat est extrêmement important dans le territoire. Donc, à travers tout ça, c'est toutes les mains qui mettent l'énergie, puis qui mettent la main à la pâte pour dire qu'on construit chaque jour un monde meilleur ensemble. Fait que ça a été le fil de notre soirée. Et je voulais parler justement, j'imagine, c'est tout un réussi d'avoir déjà 35 ans dans la région, même s'il y a toujours des problèmes, de soutien, de tout. Quels sont les défis? Si on parle, Caroline, de l'année 2024, parce qu'on commence un peu le 2025, quels sont les défis plus difficiles pour l'organisation au niveau de, j'imagine, bénévoles, subventions, et bon, tout le travail que vous devez faire? Bien, les défis sont multiples, en fait, dans un contexte là, où on est en crise sociale. Il faut le nommer. En fait, notre réseau national aussi, la Table nationale des CDC a fait une campagne cette année là-dessus qu'on a relayée également, qui s'appelle « Le Québec est chaos », qui amène, en fait, on veut que le Québec passe de chaos à OK pour que le gouvernement prenne des actions. C'est pas, on met pas le blâme sur le gouvernement actuel, mais on met l'emphase sur le fait que c'est lui qui a les clés de changement, puis qu'on souhaite qu'il prenne des décisions pour favoriser justement la justice sociale, parce qu'on voit un appauvrissement des personnes dans la population, on voit le visage de la pauvreté qui change, donc des gens qui sont en emploi, qui ont besoin de faire une demande à l'aide alimentaire qu'on voyait pas avant, qu'on avait l'image en fait que c'était plus des gens qui étaient prestataires à l'aide sociale ou l'aide de dernier recours. Donc, c'est plus ça nécessairement le visage de la pauvreté. On parle d'une classe moyenne. En fait, la classe moyenne est sans moyens maintenant. Donc, c'est vraiment un aspect qui est préoccupant parce que, dans le fond, c'est l'ensemble après, notamment de la détresse qui peut augmenter dans toutes sortes de domaines, la détresse financière, mais aussi la détresse psychologique. Puis on sait déjà que la difficulté globale de la vie actuelle, puis toute cette conjoncture-là,
nous amène déjà à des problématiques de santé mentale exacerbées depuis la pandémie. Puis donc, ça se continue, notamment avec le défi de survivre puis de combler ses besoins de base, notamment. Donc, tout ça, ça amène plein de choses. C'est tout est lié, en fait, mais ça, on voit que c'est vraiment préoccupant. Puis la CDC, elle a un mandat quand même de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, là. Mais vous êtes toujours en train de parler avec le gouvernement, les acteurs. Comment vous faites justement pour pouvoir montrer au gouvernement, à la politique, on peut dire, les enjeux de la région, comme justement la crise des logements, aussi la pauvreté, tout? Bien, en fait, d'abord, on crée nos réseaux, hein, on s'allie avec d'autres personnes parce qu'à trois, c'est pas vrai qu'on peut faire un portrait de tout ce qui se passe. Par contre, justement, en s'alliant avec d'autres, on réussit à avoir différents portraits. Le Comité régional de développement social a fait une étude sur l'habitation, donc ça nous donne quand même un portrait. C'est sûr qu'un portrait, c'est une photo à un moment donné, puis après ça, nous, on doit l'actualiser. Mais il reste quand même que c'est riche de pouvoir documenter des éléments comme ça qui nous permettent après ça d'amener des faits et des données réelles aux décideurs qui, là, seront après, on l'espère, en mesure de prendre les meilleures décisions, en fait, pour les gens. Donc, cette idée-là de documenter, de présenter des faits, c'est vraiment dans la façon dont on travaille. On ne va pas partir d'une seule situation puis dire il y a plein de personnes qui vivent ça. On ne le sait pas, on va documenter. C'est un peu le principe qu'on a voulu faire aussi avec la question de l'itinérance. C'est quelque chose de nouveau dans notre territoire. Puis, on a travaillé avec Répi Jeunesse qui a ce mandat-là puis cette expertise-là dans le territoire. Donc, qui fait Arthabasca érable. Puis, Répi Jeunesse a fait l'été dernier, puis même un peu avant, là, a fait un recensement, en fait, de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que les gens se rassemblent? Est-ce que c'est plus la question des méfaits qui sont faits dans les espaces publics? Est-ce qu'il y a de l'itinérance visible ou est-ce que c'est principalement de l'itinérance cachée et tout ça? Donc, ça nous permet d'avoir un portrait qui nous amène ensuite à dire, ben voici c'est quoi la réalité, on l'a documenté, voici telle organisation qui a l'expertise, qui a fait ce recensement-là. Puis là, finalement, pour dire, ben dans notre territoire, oui, il y a quelques personnes, principalement en été, qu'on voit de façon un peu plus visible là, au niveau de l'itinérance, mais c'est principalement de l'itinérance cachée. C'est des gens qui se promènent d'amis, de famille, donc de maison en maison, qui, eux, n'ont pas de domicile fixe, mais qui vont aller dans leur réseau, puis faire un peu de dodo sur le divan ou dans la chambre d'amis, puis partir. Des fois, jusqu'à épuiser leur réseau, puis devoir quitter la région parce que, malheureusement, c'est un défi aussi. On n'a pas de, par exemple, centre de jour ou espace pour pouvoir les accompagner puis les accueillir durant la nuit. Ça se fait à Victoriaville pour l'unité de débordement. Donc, mais quand même, il reste que c'est des situations comme ça qui nous permettent d'avoir un portrait, donc on documente, puis après ça, on influence les personnes qui ont à prendre les décisions. Et toi, qui as un bon portrait de toutes les problématiques, quelle est la problématique où il faut faire plus d'attention, comme la plus difficile, la plus importante, on peut dire, dans la région? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est justement l'itinérance? Est-ce que c'est quoi? C'est difficile d'en choisir une, justement, parce que tout est lié. Mais je pense que en trame de fond, justement, cette question de justice sociale-là, donc la répartition de la richesse, avoir un filet social qui permet de couvrir les besoins de base, que les gens puissent être autonomes dans cette couverture-là aussi. Ça, puis l'accès aux services publics, là, je dirais que je mettrais ça pas mal en priorité. Parce que la question de la pauvreté vient jouer sur l'inclusion sociale souvent, sur la façon dont on peut... Dans la façon dont souvent les gens vont peut-être
être plus gênés ou trouver plus difficile, ou des fois pas le temps parce qu'ils sont en situation de survie, puis il faut qu'ils aient peut-être 2 emplois, 3 emplois, ou que leur prestation ne suffit pas, puis donc leur participation sociale s'en trouve réduite aussi. Quand on n'a pas le temps puis qu'on est concentré sur notre survie, ben on va peut-être pas nécessairement si facilement que ça faire le pas de dire « OK, ben moi, je vis ça, puis on est plusieurs à vivre ça, je vais m'impliquer dans une organisation qui va m'aider à faire ce lien-là. » Fait que, vous voyez, ça joue dans plusieurs choses. T'sais, là, on vient de toucher un petit peu au bénévolat, donc à la participation des gens dans la communauté. Ça touche évidemment à la santé parce que pas être capable de se nourrir correctement fait en sorte qu'on n'a peut-être pas tous les bons ingrédients pour favoriser la réussite éducative chez les jeunes. On n'a pas nécessairement non plus accès à des aliments sains ou de qualité pour se nourrir, ce qui joue sur notre santé physique et même mentale. Donc, d'avoir accès à des ressources qui nous permettent de couvrir adéquatement et de façon digne nos besoins de base. Je pense que c'est la priorité que devrait prendre un gouvernement de façon générale. Évidemment, on ne révolutionnera pas ici, à la MRC de l'érable, cette question-là, mais ça nous permet de l'amener, de l'influencer aussi auprès de nos partenaires du territoire qui, eux aussi, ont une voix au national aussi, donc à Québec. Ça nous permet d'influencer, mais je pense que déjà en partant, si on pouvait avoir cette solution-là ou d'avoir cette réalité-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient de façon positive, là. Oui, bien sûr. Et ici, dans la région de l'érable, quels sont vos meilleurs alliés, comme les partenariats plus importants pour vous adapter justement à la situation actuelle? Eh bien, évidemment, on a tous nos membres, nos 48 organismes membres maintenant, qui sont nos premiers partenaires souvent. Mais sinon, évidemment, tous les partenaires au niveau institutionnel, les élus, la MRC est un partenaire évidemment incontournable à plusieurs égards. Les membres, les maires, donc les municipalités du territoire avec qui on travaille aussi à certains projets, à certaines créations de richesses collectives, là, notamment par l'économie sociale. Ça fait en sorte qu'on a des partenariats quand même assez bien enracinés dans le territoire, je dirais. Sinon, on a plusieurs représentations et partenariats de différents types. Là, on est dans plus d'une trentaine de représentations, que ce soit au niveau local, régional ou national. Donc, on représente le territoire un peu partout avec ses enjeux, ses défis, ses réalités. Oui, aussi au niveau de la question climatique, environnementale, vous êtes toujours très présent. On sait pour les conseils de ville, d'ici de Plessisville, que vous avez comme plus de financement pour la concertation des projets environnementaux. Bon, quels sont justement les objectifs que vous avez avec ces financements et quelle importance a aussi pour l'organisation? C'est un financement qui passe par notre table nationale des CDC, donc qui vient du gouvernement avec un programme au niveau de la gestion de crise et résilience, là, au niveau de préparer les territoires à différentes crises. Puis le réseau des CDC a choisi de travailler sur la transition socio-climatique. Donc nous, on articule ça en 2 volets, ce projet-là. Un volet où on souhaite favoriser la concertation au niveau de la transition socio-climatique. Puis on a un petit pas de plus, en fait, dans cette vision-là que l'adaptation au changement climatique. C'est important d'adapter nos territoires, nos bâtiments, nos communautés au changement climatique. Mais je pense qu'on peut voir à dire, est-ce qu'on peut faire un pas de plus pour réfléchir autrement puis prendre des décisions qui, au lieu de simplement s'adapter, qui est déjà beaucoup quand même, mais au lieu de simplement s'adapter, comment on peut prévenir, faire autrement puis travailler différemment ces questions-là. Donc, on a cet espace-là qu'on met sur pied actuellement avec plusieurs partenaires et des milieux avec qui on a moins de contacts. Qui participent, qui sont intéressés à travailler avec nous, donc au niveau de l'environnement, au niveau de l'agriculture. Donc, on n'avait pas ces liens-là nécessairement. Donc, ça, c'est très heureux pour nous que ces gens-là souhaitent embarquer dans la démarche. Puis l'autre volet, c'est un roman graphique qui vise en fait, c'est un roman graphique prospectif. Donc là, on est vraiment dans nos idées de faire autrement et de réfléchir autrement les dossiers.
de dire, ben comment on peut se projeter dans 70 ans, puis dans 70, 75 ans, puis dire, OK, demain matin, toute la planète décide vraiment de faire les actions qu'il faut pour avoir une transition socio-climatique. Donc là, ce qu'on souhaite là-dedans, c'est de dire, ben, OK, qu'est-ce qu'on va gagner finalement? Puis de quoi ça peut avoir l'air le monde dans 75 ans avec cette décision-là qu'on prend aujourd'hui et les actions concrètes. C'est pas un roman qui se veut à présenter nécessairement les bonnes solutions, parce qu'on n'a aucunement la prétention d'avoir la réponse à la transformation, à la transition socio-climatique. Mais ce qu'on souhaite, c'est participer au dialogue, amener des idées nouvelles, puis on se disait, tu sais, ça prend des récits dans la vie. On est des êtres de récits, les humains, donc on se raconte en histoire, on raconte les choses en histoire, puis on se dit, ben si on n'a pas ces récits-là de qu'est-ce que le monde peut être demain, ben on va continuer à trouver plus facilement, je fais souvent la blague par rapport à ce projet-là, de dire qu'on a plus de facilité à s'imaginer un apocalypse de zombies parce qu'on a les films qui nous présentent ces réalités-là, que des changements structurels ou des changements au système pour justement amener cette transition socio-climatique. Donc, on s'est dit, on va faire le chemin inverse, on va présenter des nouveaux récits, puis on va contribuer au dialogue. En fait, c'est ce qu'on souhaite. Donc, ça arrivera dans la prochaine année, probablement d'ici mars 26, le projet, c'est quand même une écriture collective, là, on ne va pas faire ça tout seul, donc il y a des partenaires qui participent à cette écriture-là. On est justement là à la recherche d'un artiste illustrateur pour faire le roman graphique au niveau visuel. Wow, oui, c'est aussi de la sensibilisation, j'imagine, aux gens de comment réagir à tous les changements qui s'en viennent. Tout à fait. Puis c'est aussi dans l'idée de dire, ben nous, on souhaite que les gens se sentent partie prenante de ça. Puis le discours actuel en environnement est plus quasiment accusateur, tu sais, de dire, t'as pas mis ça dans le bon bac de récupération ou de poubelle. Puis en même temps, dire, faut que tu changes ta voiture électrique. Ben si t'es pas capable de couvrir tes besoins de base, tu iras pas acheter une voiture électrique qui est hors de tes moyens. Fait que tu sais, il y a des choses qu'on veut arrêter, que la culpabilité soit mise sur le citoyen, sur la personne. On veut que la communauté, la société en général, le monde même, prenne ses responsabilités puis travaille réellement à changer les choses. Parce que, en fait, c'est pas compliqué. On peut dire, on s'en occupe pas, la planète va survivre sans nous, mais nous, on peut pas survivre sans la planète. Donc, il faut prendre à bras-le-corps cette problématique-là, puis le faire idéalement dans des façons où on peut inclure tout le monde et favoriser la justice sociale. Donc, c'est ça notre socio-climatique. C'est aussi de prendre en compte que c'est pas juste un environnement qu'on doit améliorer, mais que dans cette transformation-là, dans les décisions qu'on va prendre, que les gens soient inclus dans le processus et que personne ne soit mis de côté. Bon, toi, tu es reconnu dans la région justement pour travailler beaucoup le social, tout, mais maintenant, on sait que tu vas être comme tu vas participer dans un comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. De quoi il s'agit? C'est un comité, en fait, qui est responsable au niveau, c'est dans le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, la ministre responsable actuellement, c'est Mme Chantal Rouleau. Et donc, le rôle du comité, c'est d'outiller et d'aviser la ministre de situations liées à la pauvreté et l'exclusion sociale en lui faisant des recommandations. Donc, c'est vraiment un pouvoir de recommandation et de dire, par exemple, quand le plan de lutte est en étude, là, le dernier qui est sorti, on a participé, en fait, à faire plusieurs focus groups sur plusieurs sujets, puis recueillir des informations et transmettre, nous aussi, des recommandations, comme plein d'autres groupes de la société civile. Mais en fait, c'est que le comité, son rôle, c'est aussi de réfléchir à des situations, des fois émergentes, de le documenter le plus possible. Des fois, c'est un petit peu difficile parce que là, justement, on est en train de travailler, c'est un petit scoop, là, on est en train de travailler sur un avis préliminaire au niveau de l'itinérance hors des grands centres. Puis, on sait que
c'est plus facile de documenter. Quand c'est fait dans les grands centres, ils ont, Montréal, Québec et tout ça. Puis même le dernier recensement au niveau de l'itinérance, par exemple, qui était chaque personne compte, était fait dans des villes plus grandes ou moyennes. Dans le coin, ici, il y avait Victoriaville et Drummondville, mais on sait bien que la réalité de Victoriaville et Drummondville n'est pas la même dans l'Érable, n'est pas la même dans Bécancour ni Nicolet par rapport à ces questions-là. Donc, puis, ces petites municipalités-là rurales ont des réalités comme l'itinérance en Gaspésie qui n'existait pas non plus avant. C'est comme arrivé un peu partout en même temps. Fait que cette crise sociale-là, globale, nous amène à réfléchir à des situations. Puis là, c'est plate, mais d'un autre côté, ça nous permet de voir c'est quoi les meilleures pratiques, c'est quoi aussi, comment ça se passe dans différentes régions du Québec. Nous permettre de ramener ça dans un avis, d'amener ça à la ministre, puis de dire voici qu'est-ce qui se passe actuellement, voici quel groupe on a rencontré, quelle organisation, quelle recherche on a pris pour baser notre avis. Et là, on vous ramène différentes recommandations pour améliorer, pour prendre les décisions, les meilleures décisions dans l'intérêt des gens. C'est vraiment ça, toujours dans la lunette de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, c'est ce grand objectif-là du comité. C'est un comité, en fait, qui a été mis sur pied avec l'adoption de la loi sur l'élimination de la pauvreté là, en 2002, si ma mémoire est bonne. Donc, ça a été mis là, sur pied les années suivantes. On fête cette année le 20 ans du comité, justement. Okay. Et plus ou moins, si on peut savoir, combien de fois vous allez se rencontrer pour ça, ou comment va marcher le travail pour justement que la ministre peut connaître la situation en détail de la région. En fait, on se rencontre 3 ou 4 fois par année. En mai dernier, en mai 2024, je les ai invités dans l'Érable. Donc, le comité est venu, on est allé faire l'avant-midi, en fait, au manoir du Lac-William en rencontre. Donc, on avait invité des groupes communautaires ici pour nous parler de la réalité de certains enjeux qu'on vit dans le territoire, mais aussi d'autres groupes qui étaient limitrophes là, au niveau, par exemple, du travail de rue à Thetford Mines, donc qui étaient venus parler aussi de leur réalité. Puis dans l'après-midi, on est allé visiter Orapé. Donc, pour montrer un peu qu'est-ce qui se passe en région, comment on est proactif aussi. C'est pas pour rien que la MRC a le slogan « Terre de créativité ». On est proactif, créatif sur la question de il y a pas quelque chose, on va trouver une solution, on va essayer de le mettre sur pied. Puis Orapé est un exemple incroyable d'organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, en développement durable et compagnie, donc de plein de choses. Orapé, c'est important. Exactement. Oui. Puis ils ont été absolument impressionnés là, de voir tout le travail qui se fait, tout le tonnage incroyable qui est détourné des centres d'enfouissement grâce au travail de Orapé dans le territoire. Fait que c'était vraiment pour eux super intéressant. La semaine dernière, on a fait justement une rencontre, c'était à Laval. On est allé visiter le refuge de Laval, donc avec la grande contribution de la ville, tous les enjeux qui vivent aussi sur le financement plus ou moins stable, pas très... Donc, en tout cas, ils ont beaucoup d'enjeux aussi, mais tu sais, quand même, ils ont eu dans l'année dernière 11 400 personnes, 400 dodos dans l'année, dans leur refuge. Donc 11 400 nuits où il y a, tu sais, en fait, personnes qui ont dormi là la nuit. C'est énorme quand même. Puis, tu sais, on entend justement la problématique de l'itinérance à Montréal, mais moins à Laval, même si c'est la 3e plus grande ville au Québec. Donc, oui. C'est quand même des choses intéressantes. Puis souvent, c'est ça, on essaie quand même de faire des visites où on a des gens qui viennent nous voir dans les rencontres du comité. On avait eu notamment 2 groupes là, qui étaient venus nous parler des enjeux au niveau des Premières Nations. Donc, ça, c'était aussi super intéressant pour comprendre comment ils fonctionnent. Puis l'entrepreneuriat dans les Premières Nations aussi, qui est un défi. Donc, plein de choses comme ça qui nous permettent, en fait, de changer nos perspectives, des fois, de réfléchir, puis de pouvoir amener des éléments dans différents avis, puis de prendre en compte plusieurs réalités.
Oui, parce que pour des organismes comme Ensolevant, comme oui, tout ce qui donne aussi de la nourriture aux personnes, c'est déjà un travail trop difficile pour pouvoir inclure, on peut dire, pour pouvoir aider toute la population, c'est bien difficile. Effectivement, puis tu sais, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la question de l'itinérance, là, c'est presque toujours une situation multi-problématique qu'on appelle, là. Donc, la personne n'a pas juste pas de toit. Souvent, il y a d'autres choses qui accompagnent, puis c'est pas nécessairement toujours de la consommation ou toujours des problèmes de santé mentale, mais il y a un historique qui fait que la personne est rendue là dans sa vie, puis il faut quand même travailler avec ces personnes-là, bon, dans l'inclusion, parce que souvent, ils vont être ignorés des gens, tu sais. On a l'image souvent, justement, de Montréal où quand on marche sur la rue, il y a une personne itinérante, on la regarde même pas, on la salue pas. Mais donc là, on lui enlève finalement sa dignité d'humain en l'ignorant complètement. Mais c'est une situation, en fait, que ils ont des fois tellement eu de difficultés en lien avec le système, puis que ce soit le système de santé ou le système de services sociaux ou la façon, les liens qu'ils ont créés dans la vie, que pouvoir recréer un lien de confiance, pouvoir recréer cette capacité-là de dire, OK, lui, je peux lui faire confiance ou elle, je peux lui faire confiance parce qu'elle ne me laisse pas tomber, ça fait 2 ans que je la vois, je vais pouvoir, peut-être faire un travail avec elle. Parce que des fois, c'est ça aussi la difficulté, autant dans les groupes communautaires que dans le système public. Le roulement de personnel, c'est ce qui est difficile dans la création de liens, dans la consolidation du lien de confiance. Puis c'est ça qui est vraiment fondamental pour essayer de travailler avec ces personnes. On est juste là, dans l'accueil le plus simple possible. On accueille la personne telle qu'elle est, où elle est rendue. Puis on doit travailler avec elle à leur rythme. Puis ça, ça fait pas des beaux chiffres dans des rapports d'activité. Ça fait pas des beaux chiffres pour le financement d'un organisme où le gouvernement ou le ministère voudrait avoir des données, puis combien de personnes sont sorties de la rue, combien de personnes... Mais ça marche pas comme ça, le travail avec l'humain. Donc, c'est vraiment des choses qu'on essaie d'amener aussi à la ministre là, de façon générale, qui, on l'espère, va, elle, transmettre cette information-là à ses collègues au niveau du Conseil des ministres. Oui. Mais donc, c'est ça. Puis, ultimement, ces avis-là qu'on fait se rendent aussi à d'autres ministres qui sont concernés par les sujets sur lesquels on travaille. Donc, c'est un beau travail. C'est très intéressant comme concertation. Puis, c'est quand même, en fait, aussi un honneur, là, dans le sens que c'est une nomination par le Conseil des ministres. Donc, c'est tout un processus là, de candidature. Puis, c'est quand même une tâche quand même importante de représenter les organismes communautaires du Québec à cette table-là, à cette concertation-là. Oui, non, félicitations. Je suis sûre que, bon, comme j'avais dit déjà, tu es reconnu dans la région justement pour le travail communautaire, alors c'est certain que tu vas faire un très bon travail. Et c'est aussi une très bonne nouvelle pour la région, une très, très bonne nouvelle. Alors, non, on va continuer comment faire le suivi, à connaître quels sont les avantages justement de ces nouvelles comme alliance, on peut dire. Et Caroline, alors merci beaucoup pour toute l'information, pour tous ces importants portraits de comment la région actuellement. Et bon, on espère qu'en 2025, beaucoup de projets peuvent se dérouler ici dans la région. On a plein d'autres défis, puis il y a plein d'autres choses à travailler. C'est sûr qu'on va être là. Merci beaucoup, Caroline. Merci.